Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on est mercredi, alors il y a un tout petit peu de retard, on cache rien, c'est les problèmes techniques, vous le savez, un coup c'est le son, un coup c'est l'image. Bon, un jour je vais arriver à vous faire une émission, vous allez voir, parfaite, mais c'est pas grave. Philippe Mayer, on n'a pas attendu trop longtemps, bienvenue dans mon salon. C'est très gentil d'être venu jusqu'à nous ce soir, jusqu'à moi ce soir. Ce soir, on va commencer en fait une série parce que on parle d'économie. Alors souvent on reçoit des institutionnels, on reçoit voilà. Moi je veux qu'on aille aussi un peu entreprise plus près des structures qui font. Et Philippe Mayer va être le premier. Hein. Je reçois un directeur général. Vous allez voir, comme d'autres, il a bien bossé à l'école. Hein, il n'est pas là par hasard. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça son quotidien. Super. On va parler d'Aucantis, ex-SILPC. Vous allez voir, on est dans les technologies de pointe, on est dans le secteur hospitalier. On va apprendre plein de choses. Vous pouvez pendant toute l'émission, une fois de plus, on a le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis ou ce que dit Philippe, mais on reste tranquille, on reste poli. Sinon, je coupe. Hein. Ça, c'est la règle de l'émission. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. La deuxième chose, je voulais remercier une fois de plus la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne, la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse pour accompagner cette émission. Hein. C'est toujours important d'avoir des partenaires. D'ailleurs, on le dira. Hein. Moi, c'est à une toute petite échelle, mais Aucantis fonctionne aussi avec des partenaires. Absolument. Et c'est dans les partenariats qu'on trouve la force et la puissance et l'efficience. Allez, on va commencer tout de suite, Philippe Mayer. Je le disais, vous êtes directeur général d'Aucantis, oui. Mais avant d'être directeur général d'Aucantis, vous êtes d'abord Philippe Mayer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est Philippe Mayer, d'où arrivez-vous? Alors, mon parcours en quelques mots, alors comme vous l'avez dit, j'ai fait quelques études. J'ai une formation d'ingénieur à la base. Hein. Je ne suis pas directeur d'hôpital parce que souvent, effectivement, dans ce type de structure, on trouve des directeurs d'hôpital à la direction. Donc, moi, je suis ingénieur de formation. J'ai fait pour partie des arts et métiers, pour partie l'école des mines, et puis étant trempé dans le milieu hospitalier, dans un monde très administratif, j'ai été voir un petit peu ce qui se passait sur des écoles plutôt administratives, type Sciences Po, pour essayer d'affermir un peu ma vision des choses. J'ai un parcours, effectivement, j'ai commencé classiquement ma carrière professionnelle. Je suis entré dans une start-up, j'ai évolué dans ces milieux-là, donc très complexes, très un technicien au départ ou enfin vous qualifiez comme un technicien? Tout à fait. Parce que j'avais prévu de vous poser la question à un moment donné, mais bien sûr. Vous êtes directeur général, vous allez nous expliquer en quoi consiste une journée de directeur général. C'est pas vous qui c'est plus moi, non. Qui faites les lignes de programmation, les machins, les trucs, les bidules, mais c'est quand même un secteur qui vous parle d'un point de vue technique. Oui, parce que c'est mon parcours professionnel, comme beaucoup d'ingénieurs. C'est-à-dire que j'ai commencé en faisant du système, en faisant du réseau, en faisant du développement, en pilotant des projets. Et puis, au fur et à mesure de ce parcours professionnel, en changeant d'entreprise pour rebondir et trouver une nouvelle énergie, eh bien, effectivement, j'ai franchi différentes étapes pour aller sur des postes de direction. Et donc, comme vous l'avez souligné, au moment où on s'éloigne complètement de la technique, on est plus dans l'administration, dans la stratégie, dans une vision, effectivement, qu'on a d'un ensemble. Aujourd'hui, moi, j'ai un parcours extrêmement critique. Aujourd'hui, sur ce type d'activité-là, moi, j'ai aussi c'est que j'ai à la fois un regard un peu stratégique, mais j'ai aussi un regard très technique parce que j'ai été technicien, ingénieur au plus près des problèmes quand aujourd'hui, par exemple, on a des problèmes de sécurité sur la partie réseau. Alors bien sûr, je ne comprends pas tout ce que disent mes collègues, mais ça me parle et je suis capable de raisonner et de comprendre à peu près ce qu'on me raconte. Voilà. Alors, je crois qu'il y a des gens sont passés. D'autres vont revenir. N'hésitez pas, faites-vous connaître. Hein. Faites-vous connaître parce que j'ai toujours la même angoisse qui est celle du son. La semaine dernière, j'ai commencé à parler pendant 10 minutes sans son. Donc surtout, dites-moi si vous entendez. Alors avant de passer à la deuxième question, justement, je voulais qu'on aille un tout petit peu plus loin. Vous arrivez, entre guillemets, du terrain, même si vous étiez quand même à un niveau assez important du terrain. Petit à petit, on évolue vers des postes d'encadrement, de direction générale, etc. Pourquoi on va là-dessus? C'est quoi? C'est pour devenir plus riche? Non, plus riche non, parce que j'ai fait une grosse partie de ma carrière dans les hôpitaux. Et les hôpitaux ne rémunèrent pas comme ils le devraient, mais il n'y a pas que nos professions, il y a aussi les soignants, il y a aussi les médecins, ce qui est une vraie problématique dans le modèle économique. Non, c'est effectivement parce qu'on a l'impression sur un sujet d'avoir fait un petit peu le tour, et puis après on essaie de grandir. C'est-à-dire j'ai commencé ma carrière hospitalière en 97, à la sortie de l'école des mines. Je suis rentré à l'hôpital d'Avignon, qui avait un projet de refonte complète de son système d'information et qui cherchait des compétences. Donc j'ai effectivement, c'était assez intéressant parce que j'étais en ballottage sur ce poste-là pour me concernant et sur un poste dans une structure privée. Bon, effectivement,
j'ai préféré l'hôpital parce que j'y voyais une entreprise assez complexe, Oui. beaucoup de petites structures et donc des opportunités intellectuelles aussi de donner un peu plus libre cours à mes idées et à la vision que je peux avoir du numérique. Donc je suis resté 4 ans dans cette fonction-là de responsable informatique sur le CH d'Avignon. Et puis ensuite, par opportunité, on m'a proposé effectivement d'intégrer le CHU de Nice sur un poste de responsable informatique, dans le cadre là encore d'une refonte complète du système d'information. Ouais. Donc j'ai opéré sur cette fonction-là pendant 4-5 ans. Et puis après, j'ai migré sur un poste de directeur informatique. Donc là, j'ai pris une dimension un peu plus importante avec, j'allais dire quelque part, plus de facilité de pilotage, en traduisant plus directement la vision que je pouvais avoir du numérique dans une structure hospitalière. Ouais. Et puis en 2013, j'ai réévolué, j'ai encore grandi dans mes responsabilités, puisque j'ai intégré l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Alors, ce qui me fait dire que voilà, j'ai une particularité aussi dans ma fonction aussi ici à Limoges. Alors, je connais un peu le territoire parce que historiquement, j'ai de la famille en Creuse. Vous parliez de la Creuse tout à l'heure, donc je connais très bien. Alors, pour citer la Courtine, par exemple, j'ai vécu là-bas pendant des vacances et assez longtemps. Donc moi je suis toujours marseillais, donc voilà, je suis marseillais et je viens travailler ici. Et donc j'ai intégré la PHM en 2013 comme directeur des systèmes d'information. Et en parallèle de ça, j'ai aussi pris la responsabilité du GHT dans le cadre de la réforme du regroupement des hôpitaux. Et puis là encore, je suis resté donc 7 ans dans cette fonction. Et à un moment donné, on se réinterroge aussi. Moi j'ai 59 ans aujourd'hui, donc j'ai encore un peu de temps devant moi quand même. Bien sûr. Et j'avais envie de repartir sur un nouveau projet, d'essayer de donner un peu plus libre cours à mes aspirations, à mes idées. Et pour cela, je cherchais effectivement une structure qui soit dans cette logique-là. Et donc, mon arrivée effectivement avec ce CILPC, maintenant Aucantis, c'est un choix. C'est vraiment un choix, une volonté de trouver une structure industrielle qui porte du numérique en santé, mais pas que, puisque, enfin, on en parlera tout à l'heure, on porte aussi d'autres thématiques. Mais c'est vraiment effectivement pour moi, quelque part, l'aboutissement un peu d'un parcours où maintenant je vais de l'autre côté. Alors j'ai souvent été clairement très critique des industriels qui nous servaient des solutions numériques. Et effectivement, d'aller de l'autre côté, je viens avec ce regard-là pour essayer de rapidement de corriger des choses, de travailler un peu différemment. Et c'est bien tout l'objet du travail que je suis en train de lancer avec mes collaborateurs depuis maintenant 1 an et demi. On va finir sur ce volet-là, si vous le voulez bien, pour rentrer un peu plus dans Aucantis. Mais j'ai bien saisi. Vous avez été complètement partie prenante. On n'a pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit trop de subi, les choses sont réfléchies, etc. Aujourd'hui, comment on peut qualifier le patron Philippe Maillère? Vous êtes, comment vous vous définiriez? Vous êtes quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur les compétences de ses collaborateurs et qui déléguait. Quelle est votre, d'après vous, chaque jour aujourd'hui, quelle est la mission à laquelle vous vous attachez le plus? Pour moi, ma première mission, c'est réfléchir. C'est réfléchir, d'accord. Vous êtes dans la stratégie. Ouais, d'accord. C'est effectivement prendre l'expérience qui est la mienne, la projeter devant nous, voir effectivement comment les choses se comportent. Et effectivement, pour moi, c'est de la stratégie. Moi, je n'ai plus de vocation, clairement, à faire de la technique ou à demander à mes ingénieurs de... Ça vous parle, non, mais il faut plus mettre le pied dedans. Et effectivement, mon rôle par rapport à des dossiers qui pourraient être complexes, c'est justement d'être l'interface entre la société, les techniciens, les ingénieurs et un directeur d'une structure hospitalière, d'un CHU, d'un CH, pour lui expliquer ce qu'on est en train de faire et que globalement, dans tout ce vocabulaire un peu ésotérique et quelquefois avec des montants financiers qui font un peu peur, que voilà, je suis là aussi pour rassurer nos adhérents sur ça. D'accord, oui, vous êtes le capitaine, c'est vous. Vous faites pas tous les postes sur le bateau, mais vous savez où on va, c'est vous qui dites où on va, etc. Très bien. Le point le plus important, je pense en tout cas, et c'est dans tous les postes que j'ai eu en tant que responsable et directeur, je crois que le plus important sur des postes comme cela, c'est effectivement de savoir s'entourer et de très rapidement identifier les gens. C'est votre première compétence, ça? Je pense que c'est effectivement... En termes opérationnels, je parle. Moi, je suis très intuitif, donc je sens un peu les choses, pas dire comme un animal, mais un peu dans cette dimension-là. Effectivement, ça m'a quand même beaucoup servi, à la fois parce que je pense qu'il y a deux choses en fait, qui caractérisent. Il y a effectivement ce côté de sentir les gens, de sentir les choses. Et puis après, il y a une phrase qui n'est pas de moi, mais je fais partie de ces gens qui s'engagent et qui gèrent après. D'accord. Parce que si on réfléchit trop avant, on ne s'engage jamais, on ne fait pas. Et quand on est entre guillemets en responsabilité, que ce soit une direction d'hôpital, une direction de service numérique ou une direction comme Aucantis, il faut prendre des risques. C'est partie prenante de l'activité. Après, il faut les assumer. Bien sûr. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas. Et les risques, ça se mesure. Voilà, ça se mesure. Mais voilà, il faut être là-dedans. Et moi, je suis là-dedans. J'ai envie de faire, j'ai envie de bâtir, j'ai envie de construire. Très bien.
Ah, j'en sais plus, je trouve ça très intéressant. Le parcours m'intéresse beaucoup. On va passer maintenant directement à Aucantis, on le disait, à aborder Aucantis avant c'était SILPC. Je vous propose de avec une petite vidéo que vous nous avez fait passer. Finalement, pour passer les choses, et on va discuter de cette vidéo. Voilà, donc on a vu, moi j'ai vu, hein, je vous le dis, il n'a pas pu voir, mais bon, c'est pas grave, on va refaire la vidéo en question. On va commencer par le début. Ouais. Au début, il y a SILPC. SILPC, ça veut dire Santé, informatique, Limousin, Poitou-Charentes. Voilà. SILPC, au départ, était un GIP aussi. Alors c'est toujours un GIP. Les deux sont un GIP. L'ancienne dénomination. Ce sont des CRIH, qui est un Alors, petit peu allons-y. différent. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre dans l'évolution du numérique dans le monde hospitalier, c'est que chaque région, on va le dire comme ça, Oui. s'adossait à un centre de traitement informatique qui apportait des solutions numériques pour les structures hospitalières de son environnement. D'accord. Alors, juste, quand vous dites chaque région, vous ne parlez pas de l'entité conseil régional. Non, alors, non, on va dire la région médicalement administrative. Voilà. C'est-à-dire l'entité. Aux ARH de l'époque. Voilà, l'entité hospitalière, etc., s'appuie sur un groupement. Voilà. Donc, il y a eu au départ ces CRIH. Donc, les hôpitaux se sont appuyés sur ces structures-là pour s'équiper autour de numérique. Et puis, il y a eu une refonte dans les années 80-90 où on a ouvert le marché et on a permis à des sociétés privées d'investir ce marché. Donc, il y a eu un aspect concurrentiel qui a commencé de naître. Et puis, on a vu effectivement des CRIH disparaître ou se regrouper pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Et le regroupement, la création du CILPC, c'est effectivement l'association du CRIH de Poitiers et du CRIH de Limoges qui se sont regroupés pour former effectivement une seule entité et se positionner comme un opérateur privé l'est aujourd'hui sur le marché. Pourquoi, à un moment donné, on passe d'une dénomination ou d'une entité SILPC à Aucantis? Pourquoi on fait ça? Alors c'est en fait l'aboutissement d'un processus de transformation. Ma venue ici est liée à la volonté des administrateurs, du conseil d'administration, de développer la structure, c'est-à-dire de lui donner une nouvelle envergure au niveau national. Oui. Donc on a engagé un certain nombre de transformations, on a eu un projet d'entreprise, on a mobilisé l'ensemble des salariés pour voir avec eux effectivement ce qu'ils attendaient, comment ils percevaient les choses, donc ça c'était une première étape. On a à partir de là construit un nouveau schéma organisationnel, et puis adossé à ça, on a construit une nouvelle stratégie autour des métiers historiques que sont les nôtres. Et donc, on en reparlera plus dans le détail, mais l'aboutissement effectivement de ces phases-là nous ont fait dire qu'il fallait à un moment donné tourner la page pour recréer une dynamique et changer un petit peu l'état d'esprit, parce que, soyons très clairs aussi, les GIP, le numérique en santé, etc. GIP, ça veut dire groupement d'intérêt public. C'est important de bien le redétailler parce que derrière, il y a un ADN, hein, groupement d'intérêt public. Hein. Absolument. On est public et on est fortement, en tout cas moi, j'ai passé 20 ans dans les hôpitaux, donc je suis très attaché à ce monde-là. Mais il y a quand même une connotation un petit peu péjorative qui vient bousculer avec tout ce qu'on peut imaginer derrière, de ce qu'on pense classiquement de l'administration. Oui, c'est vrai qu'on n'envisage pas forcément la performance, l'efficience, etc. Absolument. Et effectivement, on entend aussi ce que ça peut amener. De façon très concrète, au départ, on verra l'évolution là, hein, qui est le virage que vous avez pris, c'est plutôt le développement, pas forcément le virage, mais quelles étaient les missions initiales
initial, je dirais, de base Cantis. Concrètement, pour que les gens comprennent bien de quel métier on parle, de quelle fonction on parle, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on parle de 3 métiers autour du numérique, hein. 2 métiers principaux, l'intégration de solutions. C'est-à-dire que pour le compte de nos adhérents, de nos clients, qui font le choix d'un dossier patient informatisé, d'une gestion administrative, enfin de tout ce qui peut composer le système d'information, eh bien on nous sollicite pour mettre en œuvre, pour accompagner, pour paramétrer, pour former, pour déployer la solution. Donc on l'intègre dans le système d'information et dans la structure, quelle que soit sa taille. On a à la fois des CHU, alors le CHU de Limoges, la Centre public de de Marseille, Montpellier, mais on a aussi des structures beaucoup plus petites, UCL, voilà. On a tout type des structures médico-sociales. Donc c'est du médico-social. Voilà. Du médico-social. Pour partie, parce qu'on éclaire aussi la partie département, la partie mairie, donc on est aussi maintenant sur ce marché-là. D'accord. Mais toujours en lien avec le médical ou pas du tout? Non, non, pas du tout. D'accord. Ça, c'est. On ne fait pas que du médical. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on fait aussi de la RH. De la RH dans l'hôpital, mais c'est d'accord. C'est des solutions de gestion RH qui, il se trouve, peuvent être appliquées à l'hôpital, mais dans un autre environnement. Alors, on va le dire très rapidement comme ça, mais culturellement, on est quand même sur les mêmes principes. Et donc, c'est vrai qu'il y a un ADN commun. Quand on parle d'une collectivité territoriale, etc. On est d'accord. Bon, oui, les repères sont les mêmes. Hein. Il y a des histoires de statut, il y a des histoires de grade, il y a des histoires de... D'accord. Donc ça, c'est le premier métier. C'est le premier métier. En lien avec ça, on a effectivement des data centers, donc des salles serveurs où on est capable d'héberger, c'est-à-dire de mettre en œuvre les applications pour le compte de nos adhérents. C'est-à-dire que les logiciels, dit très simplement, les logiciels sont sur nos ordinateurs. Sont hébergés. Les données? Absolument. Les données, les applications. Sont hébergées chez vous? Voilà, absolument. Alors on héberge absolument tout type d'informations. Comme je disais tout à l'heure, c'est aussi bien un dossier patient qu'une gamme, qu'une GRH, mais ça peut être une messagerie, ça peut être un intranet. Ce qui pose beaucoup de questions par ailleurs, on en parlera tout à l'heure, en termes de sécurité, de machin, d'accord. Ça, c'est le deuxième volet. Le deuxième métier. Et le troisième métier, c'est la partie édition. C'est-à-dire qu'on est éditeur, c'est-à-dire qu'on développe, on écrit des solutions logicielles qu'on vend à nos adhérents, quelle que soit leur taille. Et voilà. D'accord. Donc je vois effectivement, parce que, regardez, je vais refaire un plan large, de façon à ce que je puisse vous parler. Ils ont bossé, ils bossent comme ce qu'ils viennent de dire là. Il y a aussi des gens qui bossent, et d'ailleurs qui ne sont pas très loin, et qui ont préparé l'entretien. On ne cache rien ici, on explique tout. Comme ça, moi, ça me permet de ne pas trop travailler. Je fais comme si c'est moi qui savais, mais je ne sais rien du tout. Donc j'ai quand même les trucs sous les yeux, et je vois effectivement gestion administrative du patient, gestion des ressources humaines, paye hospitalière, gestion économique et financière, dossier patient informatisé, etc. Hébergement et sécurisation des données, on en a parlé, on y reviendra. Urbanisation, c'est quoi urbanisation? L'urbanisation, c'est en fait des concepts qui ont été repris de ce qu'on trouve aujourd'hui dans une ville. C'est-à-dire qu'on a des quartiers avec des rôles différents, avec des fonctions différentes. On a un centre commercial, on a un quartier résidentiel, peut-être avec des immeubles, on a un autre quartier résidentiel avec des maisons. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on essaie de construire en cohérence le système d'information, de regrouper les grandes fonctions entre elles, et de façon à faire en sorte que si elles ont à communiquer, qu'elles le soient sur des modes très là aussi très sécurisés, très on ne mélange pas tout. Globalement, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Des passerelles, vous établissez les... D'accord. Alors, quelque chose aussi qui semble évident quand on écoute ce que vous dites, c'est que vous êtes organisme de formation agréé. J'imagine que c'est nécessaire parce que quand vous éditez, quand vous fabriquez, vous créez des solutions, il faut bien former les gens à ça. Hein. C'est là-dessus qu'on se... Tout à fait. On a eu notre certification Calgopi puisque les choses ont un peu changé d'un point de vue réglementaire. Donc c'est indispensable d'avoir effectivement cette certification pour pouvoir permettre aux établissements de faire rembourser ces formations. Donc là, effectivement, on forme sur tout le périmètre en fait de notre activité. Quand on intègre une solution, aujourd'hui on est sur un très gros projet sur le CHU d'Orléans, on fait du paramétrage et on fait effectivement du déploiement et donc de la formation. Donc on forme sur un DPI, on forme sur une gamme, voilà, on forme sur la globalité de notre gamme. Maintenant qu'on a parlé de ce que vous faites, et on y reviendra, puisque effectivement cette évolution, c'est aussi cette évolution de nom, mais aussi de fonction, de nouvelles missions, on va en parler. Juste pour qu'on se rende compte, de façon très synthétique, aujourd'hui au Cantis, c'est combien de personnes? Au Cantis, c'est 190 personnes. C'est pour l'exercice 2022, 22 millions de chiffre d'affaires. D'accord, c'est ma deuxième question. Donc 22
2 millions d'euros de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, oui. D'accord. Pour à peu près, puisqu'on a cette notion d'adhérent, pour que les gens, pour bénéficier de nos services, soient adhérents. D'accord. Et on est à peu près à 310 adhérents, toute taille d'établissement confondu, comme je disais, CHU, CH, établissements médico-sociaux, etc. Vous n'êtes pas, Aucantis n'est pas le seul opérateur, vous n'êtes pas en situation de monopole. Hélas. Ah ben hélas. On y travaille, on y travaille. Oui, mais c'est pas sûr que vous y gagneriez tout d'ailleurs, hein. C'est Non, pas. je suis d'accord, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, vous vous situez où? Est-ce que vous êtes un gros GIP dans le secteur ou est-ce que vous êtes un GIP en développement, en devenir? Comment vous le qualifieriez, vous? On a un GIP différent déjà. Oui, Parce c'est important ça. Oui. Aujourd'hui, on est 6 GIP en France. Hum. Donc ça, c'est l'offre publique. Et puis à côté, vous avez l'offre privée où là, il y a effectivement une foultitude entre les structures institutionnelles connues de tous et les startups. Bon, il y a un monde considérable sur le marché. Ce qui fait que ce marché est quand même très compliqué à adresser. Et voilà. On est 6 GIP. Nous sommes le seul à ne pas être, entre guillemets, éditeur à part entière. C'est-à-dire d'avoir comme seule fonction de faire de l'édition logicielle, d'écrire des logiciels. On a cette spécificité, c'est-à-dire qu'on est capable d'intégrer l'ensemble des produits de nos concurrents GIP. Je vais les citer, Cepage, le CIB qui est en Bourgogne, Cepage donc, qui est à Dijon, le MIPI qui est à Toulouse, Simaris plutôt du côté de Strasbourg. Donc voilà, donc ils ont cette spécificité d'être éditeurs. Donc nous, on a cette capacité à prendre leurs solutions parce qu'on les connaît parfaitement et à les mettre en œuvre pour le compte. Les intégrer dans. Voilà. Et donc on travaille beaucoup avec eux parce que voilà, on est en lien très dynamique pour avoir là aussi, et ce qui est très important, et ça je tiens quand même à le souligner parce que c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui, dans un contexte peut-être très particulier, mais on a une problématique aussi de souveraineté au niveau du numérique. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'être GIP, c'est quand même une garantie d'avoir du numérique en santé installé dans les structures hospitalières et pas que, mais qui soit sous souveraineté nationale. Quand vous achetez un produit qui est détenu par une société privée, dont c'est effectivement le job, mais qui est détenu par un fonds de pension, et on le voit aujourd'hui sur quelques dossiers, vous ne savez pas ce que le fonds de pension va prendre comme décision demain matin par rapport à une stratégie financière qui est la sienne. Donc c'est quand même aussi l'assurance d'une pérennité, d'une continuité. Et ça, on est regroupé en association. On travaille aussi à défendre cette idée-là et à montrer aussi nos compétences et notre capacité aussi à être innovant parce qu'on parle de numérique, on parle de santé, donc il y a beaucoup de sollicitations dans ce domaine-là, beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle. Donc on veut aussi faire la démonstration qu'on est tout aussi capable qu'une entreprise privée, de faire des choses, de les faire bien, mais de les faire aussi en rapport avec ce qu'attendent les hôpitaux, parce qu'on connaît parfaitement les hôpitaux. Vous parlez de la formation. Un exemple très simple, la formation qu'on délivre sur les DPI, c'est 45 personnes qui sont dans cette unité-là. Eh bien, sur ces 45 personnes, nous n'avons que des gens qui viennent du terrain, c'est-à-dire que nous avons des secrétaires médicales, des cadres de soins, des infirmières, des aides-soignantes, pharmaciens, médecins. Donc là aussi, c'est une vraie compétence que nous avons, c'est une vraie valeur ajoutée sur ce qu'on Ce sont des professionnels du secteur qui sont formateurs et ce ne sont pas des formateurs qui n'ont pas forcément de lien avec le secteur. Je ne vais pas dénigrer les écoles d'ingénieurs. Non, mais j'ai été formateur pendant des années, donc je vois tout à fait de quoi vous parlez. C'est une vraie problématique parce que quand on veut gagner du temps, vous parliez tout à l'heure d'efficience, d'efficacité, c'est vrai que quand vous avez un professionnel qui parle à un autre professionnel, déjà, il n'y a pas d'appréhension. Alors, encore plus dans le secteur de la santé. C'est vrai. C'est vrai que c'est très identifié. C'est pas, je ne veux pas dire de mal, parce que je travaille avec beaucoup de collègues du secteur de la santé, mais on sait bien qu'il y a dans le secteur de la santé et puis il y a autour. C'est pas tout à fait pareil. C'est une vraie spécificité. Je pense que sur la partie, je pense que les gens ne perçoivent pas de l'extérieur ce que sont ces outils en termes de complexité. Vous avez un scanner, des robots de biologie, des équipements biomédicaux qui sont connectés sur le système, qui remontent des informations en temps réel sur les systèmes et qui permettent effectivement aux soignants, aux praticiens hospitaliers d'agir immédiatement parce qu'il y a des éléments d'information qui remontent en temps réel. Et ça, effectivement, à mettre en œuvre, c'est très très complexe. On le voit d'autant que le but de tout ça, c'est de rendre les choses complètement faciles et transparentes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qu'on s'en rende compte tant que ça marche. Absolument. Et pour les patients que nous sommes, par exemple, pour nous, tout est extrêmement facile parce que le boulot est fait derrière. On se rendrait compte à quel point c'est compliqué le jour où ça ne marcherait plus. Bon, effectivement, quand malheureusement il y a eu quelques attaques en France sur des structures hospitalières, on voit les dommages que ça a causé. Parce que ça veut dire que quand le système d'information n'est plus accessible, alors bien sûr, on ne peut plus traiter en temps réel la personne et on revient sur des usages avec des pratiques médicales qu'il faut aussi retrouver. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que le fait de numériser un métier,
les gens se sont adaptés aussi à cette façon de fonctionner. Donc il y a quelques réflexes qui ne sont plus forcément présents, donc il faut entre guillemets se remettre. C'est un petit peu comme quand vous allez écrire des mails. Ouais. On écrit des mails ou on écrit sur une fiche Word. Quand il faut reprendre le stylo et réécrire, enfin je parle plutôt de mon cas personnel, qu'il faut réécrire à la main, c'est rapidement Tout à fait. illisible. Tout à Donc fait. ça effectivement c'est un vrai problème, c'est une vraie difficulté. Et c'est vrai que tout ça, plus c'est simple, c'est ce qu'on dit en général, mais plus c'est simple en termes d'utilisation, plus c'est quand même complexe. Exactement, exactement. Allez, ben, je vois qu'il y a du monde. Salut Mario, ben, c'est gentil Mario d'être venu. Le son, tu me dis, est pas trop mal. Peut-être un peu monter le son de mon invité. Je l'ai monté. J'espère quand même qu'on entend bien. Bonjour Islan, ça fait plaisir de vous voir parmi nous. Je pense que le sujet va vous intéresser, Islan. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Juste pour terminer avec ce volet-là, aujourd'hui, en une phrase, quelle est, par rapport à l'environnement global, la différence positive d'Ocantis? Si vous devez mettre une chose en avant, c'est laquelle? Les hospitaliers. D'accord, très bien. Très bien, voilà, c'était juste ce que je voulais. Un dernier petit mot, pourquoi Ocantis? C'est quoi? Vous savez ou pas? Pourquoi pas? Non, alors tout de suite, hein, ça renvoie à quelque chose ou pas? je réfrène tout le monde, ça ne renvoie à rien. Ah. C'est pas la peine de chercher sur internet, de passer la nuit à D'accord, trouver l'explication d'accord, rationnelle. d'accord. On a travaillé avec les cabinets. Ah mais souvent c'est ça, hein, la com, on réfléchit, on va mettre bleu parce que voilà, Ouais, non. ça inspire ça ou pas. Bon, Non, Ocantis, non, c'est non. facile à prononcer. Non, Hein. on a voulu faire quelque chose de très distinctif Oui, pour moderniser au cinéma l'image oui, du GIP. oui, ça c'est Donc, normal. nous, on appelle Ouais. plutôt EIP maintenant, c'est entreprise d'intérêt public, en D'accord. prenant le meilleur de l'entreprise et le meilleur du public. Mais l'idée, c'était effectivement d'être dans une vraie dynamique où ce nom-là, on a fait des tests effectivement quand le nom est sorti pour demander aux gens à la fois ce qu'ils en pensaient et après ils associaient. Les gens ont pensé qu'on était effectivement une structure privée, alors peut-être plutôt dans la high-tech, peut-être dans le véhicule électrique, etc. Donc il n'y a pas d'association directe à notre GIP. Et voilà, ça c'est ça qui est intéressant. Donc ce côté-là est parfaitement réussi en tout cas. Très bien. Vous le disiez, votre métier initial, c'est l'intégration. Vous devenez éditeur. Qu'est-ce que ça veut dire? On devient éditeur. Qu'est-ce que ça implique en plus en termes d'évolution? Alors ça implique plusieurs choses. Ça implique premièrement déjà vis-à-vis de nos adhérents de bien leur faire comprendre que ces deux métiers que sont l'intégration et l'hébergement ne disparaissent pas. Ils ne disparaissent pas. Ils restent effectivement ouverts et justement on veut aussi essayer de les développer. Ça c'est un point important. Alors juste intégration, c'est adapter mettre en œuvre, voilà. Hébergement, on a compris, c'est on propose de garder au chaud toutes les données. Absolument. Et l'édition, c'est développer, écrire des logiciels, soit effectivement, alors on a justement, tout à l'heure j'employais le terme d'entreprise d'intérêt public, on agit sur cette partie-là comme une entreprise privée. Oui. Donc on a deux axes. Premier axe, c'est de faire du développement en propre, donc on a structuré une organisation pour faire du développement et être efficace et efficient sur les développements. Donc ça effectivement, le problème du développement, c'est qu'il faut qu'on trouve les idées, il faut la matérialiser, il faut la modéliser, il faut la développer, l'industrialiser, la fiabiliser et puis après la vendre. Donc tout ça c'est comme un processus qui est assez long. Vous aviez ces ressources? On avait pour partie ces ressources. Il y avait déjà effectivement, on a une solution de numérisation, de dématérialisation qui est en place à peu près dans 130 établissements aujourd'hui en France. Mais on avait effectivement pas forcément industrialisé tout ce processus-là. On avait encore de gros trous dans la raquette. Et effectivement, toute la transformation qu'on a opérée sur notre organisation nous a permis effectivement de rationaliser les choses, de mettre les bonnes compétences, de mettre les bonnes méthodes en place, de façon là aussi à pouvoir produire à la fois de façon fiable et de façon rapide. Parce que aussi la rapidité et la fiabilité, c'est quand même quelque chose qui est très très attendu dans les hôpitaux. Comme tout, que ce soit performance sur absolument, le marché. Voilà, absolument. Voilà. Donc on a effectivement maintenant cet axe d'édition. Donc soit effectivement on fait du développement en interne, mais comme je dis, c'est un peu, ça prend du temps et on peut être à un moment donné doublé par un concurrent qui arrive avec des solutions mieux pensées, etc. Et là, on perd effectivement. C'est la règle. Et deuxième approche qu'on a eue, qui est effectivement un peu une révolution dans le monde dans lequel on est, nous en tant que GIP et EIP, c'est de faire de l'acquisition de produits à des sociétés ou de racheter les sociétés. Et ça, on l'a opéré l'année dernière à 2 reprises. Donc on a racheté une solution qui nous permet de développer sur de la téléphonie mobile très rapidement une application. Et on a racheté, alors plus gros volume, c'est un très haut rachat, un outil de ce qu'on appelle alors
ne fuyez pas, mais un outil de data visualisation. C'est un outil qui présente intelligemment des sources d'informations en volume, quelles que soient les données, que ce soit des pays, que ce soit de la RH, que ce soit des données industrielles, etc. Et donc là-dessus, effectivement, on a vraiment une très grosse stratégie, de façon à initier le fait qu'on est bien éditeur à part entière et qu'on se positionne sur ce dossier-là. Alors, c'est le moment de lancer une autre vidéo. Hein, c'est le bon moment. On va prendre le temps, tranquillement. Regardez bien, la vidéo pose bien les choses, à mon avis. C'est parti. Pour nous, travailler avec Aucantis, en fait, c'est essentiel parce que c'est vraiment dans l'ADN en fait, de Salesforce. On ne travaille pas tout seul, et en particulier sur un marché aussi complexe que le marché de la santé, on travaille avec les bons partenaires. Donc nous, aujourd'hui, on a une vision plutôt globale en fait, de ce que Salesforce et les technologies de Salesforce peuvent apporter en fait, au monde de la santé. Par contre, la technologie sans incarnation dans les territoires et avec des partenaires locaux, ça ne veut rien dire. Et c'est en cela que pour nous, le partenariat avec Aucantis est très très important. Pour Aucantis, le fait d'avoir un partenaire comme Salesforce, justement, c'est l'autre versant. Nous, on a le terrain, on a l'ADN du milieu de la santé et on a des savoir-faire techniques, mais on a besoin aussi d'innovation, d'éléments technologiques avec une véritable puissance, une véritable disruption. Et là, avec Salesforce, on a tous les ingrédients. On est ravis de travailler avec Aucantis, d'avoir ce rapprochement avec Aucantis. On est une très grosse société américaine, mais on sait travailler avec toute forme de société, que ce soit les petites sociétés, des grosses sociétés. Et là, on a un rapprochement très fort et avec une volonté très, très marquée de s'intégrer, de proposer nos solutions dans le monde de la santé. Et on a une grande fierté de travailler avec Aucantis. Aucantis aujourd'hui s'est engagé sur un principe de modernisation et de transformation tout en profondeur. Donc nous avons souhaité sur un certain nombre d'axes intégrer de nouveaux acteurs, des acteurs qui soient à notre image, porteurs d'une dynamique, porteurs de nouvelles idées, qui vont rafraîchir et moderniser un petit peu le monde hospitalier. Donc on a pris effectivement un accord avec Salesforce qui apporte à la fois des solutions technologiques extrêmement importantes que nous allons pouvoir mettre en œuvre dans un écosystème qui va nous être propre, mais pas que, puisque l'idée aussi c'est d'apporter leurs solutions au plus près des usagers, au plus près de la société française, en lien bien sûr avec la santé. Donc on se félicite effectivement de ce partenariat, et c'est aussi pour nous, Aucantis, la démonstration qu'on est à la fois capable de travailler avec des toutes petites structures, des startups, et c'est le cas aujourd'hui, mais on est aussi capable de travailler parce qu'on a des valeurs communes avec une entreprise américaine de cette dimension-là. Et ça, pour nous, c'est effectivement très important. Ça montre toute notre plasticité, toute notre énergie, toute notre agilité à vouloir construire les choses sans limite particulière. Alors, ce que j'ai bien aimé dans cette vidéo, effectivement, vous allez nous présenter un principe de business, derrière, il y a tout ça, mais il y a aussi un rapprochement de valeurs. Oui, absolument. C'est Salesforce, c'est quand même un poids lourd du marché mondial. Hein. C'est partie de ces GAFA, même s'ils ne sont pas identifiés comme tels, ils ne sont pas dans le groupe. Nous, l'objectif de ce qu'on amène aujourd'hui, de ce qu'on veut amener, c'est une vraie dynamique. C'est de moderniser effectivement tout ce que l'on peut comprendre du numérique en santé. Le fait de travailler avec Salesforce nous permet effectivement d'être sur cet axe-là. Donc ça, c'est un point important. Ils sont, je vais un terme un peu direct, mais ils sont up-to-date au niveau de la technologie et ça nous intéresse. C'est très important parce qu'effectivement, c'est du durable. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous l'avez dit, faire du business, on a une déontologie, on a un ADN, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce qui nous a aussi intéressé dans la relation avec Salesforce, c'est qu'ils ont une proximité avec leurs clients, ils ont une vision très pragmatique, ils ont une proximité. Donc voilà, et ça effectivement c'est ce que l'on veut développer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là à courir après du business pour du business, mais ils sont là pour construire une relation durable, parce qu'on sait pertinemment, c'est que les choses se construisent dans le temps.
Peut-être que sur un dossier, on ne gagnera pas forcément beaucoup d'argent et qu'on sera peut-être tout juste à l'équipe, voire on en perdra. Mais ça construit quelque chose. On sème des graines et on pourra ramasser ces graines un peu plus tard. Alors moi, tous les jours, je travaille en partenariat. Ouais. Sauf que moi, je travaille à Limoges. Ouais. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un partenaire, je prends mon téléphone, je dis, oh, ça serait bien qu'on bosse ensemble parce que là, j'y arrive pas trop. Comment ça se négocie des partenariats comme ça? C'est vous qui faites toc-toc et qui allez à la porte, ou c'est un processus, je dirais, quasi naturel d'intérêt? Comment ça se matérialise ça parce que c'est un univers qu'on ne connaît pas, ça. Ouais, ça se matérialise de différentes formes, de différentes façons. Bon, il y a forcément la partie réseau personnel. Bien sûr, ben ça joue, bien sûr. business, Ça fait pas tout, mais c'est un élément qui est important. Il faut que ça matche à un moment donné. La problématique de ça, c'est d'initialiser les démarches, de façon à être compris comme avoir la volonté de construire quelque chose, de bâtir quelque chose. Donc le plus difficile, je dis quelque part, c'est les premières. Une fois qu'on a pris le pied un peu sur les rencontres, bah, les zones elles viennent et puis on vient vous voir aussi naturellement. Et aujourd'hui, la dynamique qu'on a réussi à créer, c'est qu'on vient nous voir naturellement avec la société parce qu'ils ont très bien identifié la démarche qui est la nôtre, la dynamique qui est la nôtre, la vision qu'on a du marché du numérique en santé et aussi sur la partie collectivité locale. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très différenciant des autres. On a, nous, la volonté d'aborder les choses, entre guillemets, simplement. Un peu à l'image, je ne sais pas, d'un triathlète. Voilà, il peut aller très très vite, mais plus on est décontracté, plus on va courir vite. C'est pas parce qu'on est décontracté qu'on va courir vite. Et effectivement, on est dans cette dynamique-là, dans cette logique-là. Pour terminer avec cette partie-là de partenariat, concrètement avec Salesforce, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'ils font? Alors aujourd'hui, on travaille sur 3 axes. C'est pousser leurs solutions auprès d'établissements. Ça veut dire quoi, pousser leurs solutions? Mettre en œuvre leurs solutions logicielles, comme on sait le faire, comme on sait intégrer les solutions. Donc quand vous arrivez vers vos clients, vous avez cette panoplie de solutions en plus que vous êtes capable de leur proposer et de mettre en œuvre. Absolument. Donc ça, c'est le premier point. Donc on a travaillé beaucoup sur la partie Covid parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, la société aux États-Unis a mis en place une solution complète du carnet de vaccination jusqu'à la partie logistique. Voilà, sur de gros états, donc on a essayé de pousser cette solution-là en France. Donc ça, alors, par contre, c'est pareil, vous dites c'est une société américaine, elle a cette solution-là aux États-Unis. Ça veut dire que quand vous la proposez ici, vous avez travaillé à une adaptation, à quelque chose, ou c'est eux qui ont fait tout le boulot et d'adaptation, parce que ce n'est pas les mêmes systèmes de santé. Il y a déjà eu un travail d'adaptation de leur côté. D'accord. C'est ça aussi qui nous a fait dire que voilà, ils étaient très en lecture du terrain et du côté pragmatique des solutions. Et vous apportez éventuellement lors de la mise en œuvre. Un facilitateur quelque part. Voilà, d'accord. Avec les compétences sur l'autre, on facilite effectivement la mise en œuvre. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'on utilise à titre personnel dans notre nouvelle organisation certains de leurs outils pour suivre nos axes clients et notre développement commercial. Et puis, dernier point, sur la partie édition, on est en train de développer dans le cadre du Ségur, vous savez qu'il y a un grand projet national avec beaucoup de financement pour essayer de moderniser le numérique dans les hôpitaux. Nous, on est positionné sur un élément de cette composante-là pour, alors je vais essayer de l'expliquer très simplement, mais pour développer un logiciel qui permet aux produits qu'on a intégrés de communiquer entre eux. Je vais être très simple, vous avez un dossier patient avec des données médicales, mais pour que ce dossier puisse fonctionner, il vous faut l'identité, il faut des éléments administratifs du patient, mais ces données-là ne viennent pas de cet outil-là. Ils viennent de ce qu'on appelle un outil de gestion administrative. D'accord. Et donc, il faut bien communiquer ces informations sur l'autre dossier. Et donc, nous, l'objectif des développements que l'on fait à partir d'un noyau de composants logiciels leur appartenant, c'est effectivement de pouvoir permettre une interopérabilité, puisque c'est le terme consacré, un dialogue entre les applications extrêmement modernes, extrêmement fluides, extrêmement sécurisées. Très bien, très bien. Et puis j'imagine qu'à un moment donné, à pouvoir, puis ça se sait dans ces secteurs-là, pour pouvoir afficher ce type de partenariat, c'est la porte ouverte aussi sur d'autres collaborations possibles. Alors, non ? Oui, c'est effectivement. Alors, il peut y avoir deux tendances. Ça apporte une autre. Ça peut apporter une autre dimension, mais il faut bien le piloter, bien le maîtriser. Parce qu'il y a quand même l'impact auprès de nos adhérents qui pourraient penser que le fait de partir avec un acteur de cette dimension-là, les adhérents ne vont pas s'y retrouver, ils vont être consommés par une grosse boîte américaine. Et même si au départ, peut-être les coûts sont intéressants, à terme, ça risque d'être immaintenable financièrement.
Après, effectivement, là où c'est intéressant pour nous, c'est que ça a créé une vraie dynamique. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour nous d'avoir des contacts avec des très grosses structures internationales, parce qu'aujourd'hui, on est dans un espèce de board, de référencement, où on se dit, tiens, ici, il y a des compétences. À Limoges, à Poitiers, il y a une société qui est capable de faire des choses, donc ce marché nous intéresse. On va aller les voir pour voir comment, effectivement, on peut peut-être bâtir quelque chose ensemble et répondre peut-être à des projets alors, nationaux, voire même tournés à l'international. Ouais. Donc ça, effectivement, pour nous, c'est extrêmement positif. Très bien. Je pense qu'on comprend mieux, finalement. Moi, si je comprends à peu près, je pense que les gens doivent comprendre, hein, parce que je ne suis pas non plus très malin. C'est très spécifique, mais vous l'expliquez très bien. Franchement, je trouve... ouais, franchement, on a parlé de cette histoire d'hébergement de données. On est sur des données extrêmement sensibles. Alors, au-delà de l'hébergement, hein, il y a aussi la communication des données. Comment vous gérez le côté sécurité là-dessus? Parce que c'est incontournable aujourd'hui. Et alors, dans le secteur de la santé, je sais que c'est un truc, c'est énorme. Comment on gère ça? Enfin, clairement, ça reste quelque chose de très compliqué, de très difficile. Donc, on a des équipes qui sont compétentes sur les sujets. Donc, la compétence, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas seulement piloter les outils que l'on a en place, mais ça veut dire voir ce qui se passe dans l'écosystème. Et ça, c'est fondamental, voir effectivement quelles sont les stratégies d'attaque développées par telle ou telle structure, tel ou tel groupe de hackers, voir effectivement quelles sont les réponses ou quelles sont les solutions proposées par des opérateurs qui développent des solutions propres pour la partie sécurité. Donc tout ça est très compliqué avec une vraie problématique, hein, c'est la réactivité, c'est le niveau de réactivité des hackers. Dans mon poste précédent, donc il y a quelques mois sur Marseille, on suivait sur des maps le déplacement du Covid parce que certains se sont rendus compte que les hackers se déplaçaient avec le Covid. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé, les entreprises ont mis le télétravail en place, l'ont mis souvent de façon très rapide, et là, effectivement... Et pas d'ailleurs sécurisé, hein, bien souvent. Et on a vu ça, donc effectivement, c'est... Alors clairement, on met beaucoup de moyens sur cette partie-là, des moyens techniques, des moyens humains. On a, nous, aujourd'hui, 2 data centers sur Limoges, qui hébergent l'ensemble de nos applications. Donc on a un data center qui se trouve sur Esther, et on a un data center qui se trouve dans les locaux du CHU, puisqu'ils ont aussi un data center, et donc on a, là aussi c'est côté public, hein, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on était des hospitaliers, ils sont aussi hospitaliers, donc on a effectivement notre infrastructure qu'on opère nous-mêmes, et on a une 3e salle machine qui se trouve à Poitiers, et qui elle est plutôt une salle de repli, qui nous permet effectivement de pousser des sauvegardes et de redémarrer pour nos clients si effectivement on a une difficulté technique. Voilà comment on travaille. C'est bien pour les hackers et tout ça. Si vous voulez voir où on est de Cantis, on vous le dire. Hein. Bien sûr, on ne peut rien en faire comme ça. Rizlan nous dit. Alors Rizlan, je vais essayer de poser la question. Peut-être que Philippe va comprendre. Moi, je ne la comprends pas bien, mais je vais la poser puisque c'est la règle du jeu. Rizlan, elle dit. Donc ça, c'était par rapport à l'intervention d'avant. Hein, je pense l'interopérabilité, etc. Elle dit une sorte de DMP, c'est le dossier médical partagé, élargi à l'ensemble des professionnels. Point d'interrogation, un moyen d'assurer un partage d'informations sécurisé. Non. Ah ben il a compris. Alors la réponse est voilà, il a compris. C'est la bonne nouvelle, moi non. Mais dans ce que j'expliquais, c'est qu'effectivement, on a quelque part ce gros carrefour où l'ensemble des informations du système d'information vont circuler et en fonction de certaines règles, vous tournez à droite. Oui, on peut ouvrir ou pas. Mais pour rebondir sur effectivement la partie DMP, aujourd'hui grâce à cette plateforme-là, on est capable d'envoyer un compte-rendu des éléments d'information sur le DMP ou sur le dossier pharmaceutique ou aussi de consulter les informations qui y sont entre guillemets stockées. Donc ce sont 2 choses effectivement différentes. Bon, Rizlan, demain interro écrite, hein, il a répondu, moi je fais comme ça, parce que des fois je fais comme ça et je ne comprends pas. Bon là j'ai à peu près compris, j'espère. Rizlan, merci de faire un retour, voir si la réponse correspond à la question. Aujourd'hui, c'est quoi la véritable évolution dans le numérique de la santé? Vers quoi on va? C'est quoi les enjeux? Parce qu'en plus, moi, ça me donne la sensation un peu, puisque je ne suis pas dans le secteur, quand je pense à ça, je pense à une sorte de masse incroyable d'informations et à la rapidité des choses. Moi, c'est ça qui m'inspire. Est-ce
que c'est ça aujourd'hui l'enjeu? Alors souvent vous êtes revenu sur la capacité à aller vite, à réagir vite ou à faire vite. C'est quoi l'enjeu là? C'est quoi les évolutions? Enfin, je pense qu'il y en a deux. Il y en a une qui est un petit peu passée, mais sur laquelle il faut continuer de travailler parce qu'elle n'est pas forcément aussi présente et aussi implantée que ça. C'est la partie mobilité. On voit bien aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, tout le monde a une tablette, enfin, voilà, et on a besoin d'avoir l'ensemble des informations sur ces appareils-là de façon à être réactif. C'est évident que quand vous êtes médecin, soignant et qu'on vous envoie une information rapidement sur votre portable, que vous soyez dans la structure ou à l'extérieur, vous pouvez agir. Oui, il faut pouvoir clairement sauver une vie. Donc ça, c'est fondamental. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, c'est la partie intelligence artificielle. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un vrai défi qui s'ouvre à nous. Alors, qui commence de se couvrir, mais là aussi avec des opportunités pour certains, visées très commerciales, et puis après il y a des boîtes qui ont des visées beaucoup plus opérationnelles avec un vrai service derrière. Donc nous aussi, on est sur ce créneau-là. On a développé une solution qu'on est en train de commercialiser justement dans notre partie édition sur le fait de pouvoir avoir, je dirais, une prédiction d'activité sur un modèle qui est déjà qualifié, parce que sur l'intelligence artificielle, je me plais souvent à dire que voilà, moi c'est une de mes spécialités de l'école des mines, mais donc ça a beaucoup évolué, mais vous garez votre voiture, c'est de l'IA, vous mangez un yaourt, c'est de l'IA, enfin tout est IA aujourd'hui. Donc il y a un côté marketing qu'il faut quand même balayer, après il y a une réalité. Donc nous aujourd'hui ce qu'on propose en termes de solutions, c'est de pouvoir prédire l'activité pour l'instant des urgences, et après on va travailler sur d'autres secteurs comme la cardiologie, donc les secteurs qui sont en tension. Et l'idée c'est quoi? C'est de dire qu'à un moment donné, demain, après-demain, après-après-demain et ce week-end, je suis capable de vous dire, vous aurez à peu près tant de visites, tant de passages, telle typologie de passage, etc. Pour quelle raison? C'est pas le problème des urgences en tant que tel, c'est de dire la chaîne de prise en charge derrière. Quand vous avez effectivement des gens qui nécessitent une hospitalisation, qui nécessitent un bloc opératoire, qui nécessitent des interventions particulières, etc., il faut pouvoir organiser la chaîne hospitalière derrière. Malheureusement c'est comme ça, mais c'est une chaîne de production. Et dès l'instant où il y a une difficulté, eh bien ça pose problème et ça engorge aussi les urgences. Donc l'idée c'est effectivement d'être sur ces modèles-là. On est déjà aujourd'hui, il faut qu'on le soit. Projection là aussi en tant que client du numérique et tout, on s'en rend pas forcément compte, mais on est déjà un peu dans cette logique où prévu informatiquement hier et avant-hier en prenant appui sur les troubles psychiques et le numérique me place aussi dans le soin et notamment très spécifique suivant chaque patient. Cet aspect-là du numérique, c'est pas l'affaire d'Ocantis. Pour l'instant, c'est pas notre affaire. D'accord. On est quand même obligé si on veut faire les choses correctement, moi c'est une vision personnelle, on est quand même obligé de se concentrer sur quelques éléments d'activité. Bien sûr. Et cette notion, je dirais, d'informatique aussi un peu virtuelle, etc., qui permet peut-être, je pense aux phobies parce que j'avais travaillé sur un dossier comme ça. Bon, pour l'instant, c'est pas notre mais domaine d'activité. C'est dans le champ de. Mais ça le sera peut-être demain. Oui. Encore, en fonction d'opportunités. Si demain, on a une start-up qui vient nous voir avec quelque chose de très avancé et qui nous dit, nous, on a besoin d'un soutien, d'un accompagnement, comment on peut construire quelque chose ensemble, on regardera peut-être ce dossier-là. Et comme vous me réinviterez dans quelques mois, peut-être que je vous dirai, voilà, on est entre guillemets parti là-dessus aussi. Parce que moi j'aurais trouvé d'autres partenaires, vous voyez, qui me donneront quelques sous pour que je puisse acheter des caméras. C'est la misère. Si vous voulez. Alors justement, on va parler de... Le message est entendu. On va parler de sous justement. Vous l'avez un peu abordé. Vous parlez du Ségur, c'est dans la préparation là. Donc il y a des financements. 2 milliards. Voilà, à la clé. C'est un autre souffle. C'est quelque chose de... Enfin, je ne dis pas ça de façon négative. C'est qu'à un moment donné, il y a des appels d'air qui font qu'on va un peu plus vite, un peu plus loin. Tout à l'heure, vous parliez du télétravail qui a... et moi, j'ai vu dans mes activités professionnelles, ça a provoqué des choses... Les modélisés sont super et qu'on n'aurait jamais fait si ce n'était pas arrivé. Là, c'est là où je dis, c'est un appel d'air qui peut être générateur de... Alors, je suis un petit peu partagé, je reprendrai d'anciens directeurs service numérique de la pêche. L'État a, depuis de nombreuses années, financé des projets numériques. Je pense que c'est
faire parce qu'effectivement, on est quand même très en retard quand on regarde ce qui se passe dans les pays nordiques et l'argent qu'ils mettent, entre guillemets, dans les systèmes pour être plus efficients, plus efficaces, plus en charge et limiter aussi la dépense. Parce que le numérique aussi, s'il est bien pensé par rapport à ça, c'est limiter la dépense. Je pense qu'il y a un élément quand même important qui n'a pas été, à mon sens, traité, c'est qu'on n'a pas fait un état des lieux précis de là où en étaient les différents établissements. D'accord. Aujourd'hui, on vous dit, typiquement les derniers financements, je pense à Open, on vous dit on va vous donner de l'argent pour tel ou tel sujet. On va effectivement, ce qui est bien dans ce dossier-là, c'est qu'on va mesurer effectivement l'effectivité de ce qui a été annoncé ou pas. Et puis après, on donnera le solde des financements, on reprendra les financements donnés. Mais je pense quand même que le point de départ, c'est de faire le bilan de ce que l'on a, de façon à repartir du bon niveau. Et je pense que c'est effectivement le petit travers de ces dossiers-là. Il aurait fallu avoir pas trop le faire, toute une phase de remise à plat, de se mettre en face de soi-même par rapport au numérique et qu'à partir de là, on puisse reconstruire des ambitions, et je pense qu'on y arriverait plus facilement. Alors après, ce qui est fait aujourd'hui, ce qui est fait par Dominique Pont en l'occurrence sur mon espace santé, et je vous invite à aller créer votre espace santé pour mieux communiquer avec les acteurs de la prise en charge. C'est très bien, c'est très très bien. Mais je pense quand même qu'il faudrait essayer de regarder un petit peu en dessous et de s'assurer que voilà, on a monté des étages, mais certains qu'il n'y ait pas... On a du mal des fois, de toute façon, alors en France il se passe plein de choses super. Hein. De temps en temps, on a un peu de mal quand on se met dans une idée de projection à effectivement déjà poser une cartographie de ce qu'on a mis en place pour arriver en complémentarité du reste. Et c'est un peu plus facile d'empiler. Et au bout du bout, on n'est pas forcément plus efficient. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Il y a plein de choses qui se font qui sont bien, mais effectivement. Bien, mais après, cette problématique-là, alors on rentre dans une période électorale, mais c'est toujours un peu cette désynchronisation entre le temps politique, la décision politique qui veut montrer effectivement, à juste titre peut-être, que les choses avancent, que ça bouge. Et effectivement, malheureusement, quelquefois, on va un peu trop vite sur certaines étapes et on ne le paiera pas forcément à l'instant présent, mais peut-être à un temps plus 1, plus 2, on le paiera. Tiens, on va parler du temps, là, justement. On va parler du temps parce qu'on va parler du recrutement. Le recrutement, dans un secteur comme le vôtre, j'imagine, c'est un enjeu majeur parce que votre secteur est d'abord un secteur de compétences. Ce ne sont pas des compétences qui s'improvisent. Bien sûr, il y a des savoir-être qui sont importants, mais ça ne fait pas partie de ces métiers où on peut être technicien, on peut être ingénieur parce qu'on l'a décidé un matin. Non, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire aujourd'hui que vous recrutez des gens qui ont des compétences. La première chose, ma question va être débile, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en pénurie de recrutement? Complètement. D'accord. Est-ce que cette pénurie de recrutement vous amène à envisager, par exemple, des recrutements de débutants? Ou est-ce que ce n'est pas possible dans votre métier? Parce que c'est ça aussi, des fois, il y a des paradoxes qui s'expliquent. Donc, vous, aujourd'hui, quelle est votre posture par rapport au recrutement? Alors, on a deux typologies de recrutement. Soit, effectivement, comme vous le dites, on fait le pari, on a la volonté de recruter des juniors, enfin des gens qui sortent d'école, parce qu'effectivement on est sur un processus qui n'est pas forcément urgent pour nous, mais qu'on veut construire dans le temps. Donc, ça fait partie de votre ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est important ça, le recrutement chez vous rentre dans une logique d'investissement. On n'est pas simplement sur la réponse aux besoins immédiats. C'est important en termes de sens, ça, pour des candidats éventuels. Je sais que beaucoup se disent, moi, je ne veux pas rentrer pour un one-shot. Non, ça, c'est important. Alors, ce n'est pas forcément valable pour tout. Il y a des fois où j'imagine que vous avez besoin de compétences à des moments précis. Oui, mais on fait différemment. On passe par des opérateurs privés qui vont nous donner sur une temporalité souhaitée, 3 mois, 6 mois, parce qu'on a un projet précis. Mais on n'est pas dans cette démarche-là. Aujourd'hui, on a la volonté de bâtir quelque chose. Alors, c'est pour ça qu'on a, je parlais qu'on a des entretiens, on a transformé l'entreprise. Donc, on est parti sur une stratégie d'agilité. Donc, ça parlera, je pense, à ceux qui sont un peu dans ce domaine-là, mais avec la notion de tribu, avec la notion d'escouade, etc. Donc, avec cette volonté de responsabiliser nos salariés au plus près. D'accord. Donc c'est-à-dire que chacun est opérateur, quelque part, de son métier, de sa vie, est un acteur majeur de l'entreprise. Moi c'est le message que je passe, chacun
est dans cette vision-là. Après, aujourd'hui, ce qu'on est en train de mettre en place aussi, c'est toute la partie intelligence collective. Donc là aussi, je pense que si on veut développer une marque employeur, je trouve que c'est très rassurant de dire à un futur salarié qui sort d'école ou qui a déjà une expérience professionnelle, de dire voilà, l'humain a sa place dans la structure et c'est avec l'humain qu'on va bâtir quelque chose. Parce que, vous l'avez dit, on bâtit sur du long terme, on a besoin effectivement de fiabilité. Et moi, en tant que directeur général, j'ai besoin d'avoir des gens fiables, des gens qui arrivent le matin avec la pêche, qui repartent le soir avec la pêche, qui reviennent le lendemain avec la pêche, et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et c'est pour ça que moi j'ai besoin d'avoir effectivement des gens fiables. Mais la fiabilité, ça va dans les deux sens. Il faut qu'on leur fasse la démonstration, nous en tant qu'employeurs, qu'on est fiable pour leur projection, pour leur carrière professionnelle. Qu'est-ce que, moi je vois une offre à... Alors, elle est où d'ailleurs, que je ne dise pas de bêtises? Il faut aller sur le site. Elle est là. Alors justement, le site s'affiche. Il y a quelques offres, je les ai regardées. Ouais. Je regrette bien sûr qu'elles ne soient pas sur le site www.emploi-nouvelle-aquitaine.fr, qui est un des sites majeurs de recrutement. Mais c'est pas grave. C'est gratuit. C'est pas grave, c'est gratuit. Alors quand c'est gratuit, on a du mal à trouver une valeur à ça. Non, mais je vous taquine, c'est pas ça. Moi, je suis un professionnel de votre secteur. Aujourd'hui, concrètement, si je veux, je bosse demain. Je bosse demain, des opportunités, il y en a partout. Pourquoi j'irai chez vous? Pourquoi chez vous, pas chez le voisin? Qu'est-ce que vous allez me proposer? Alors allez, on va évacuer la question tout de suite. Aujourd'hui, est-ce que Aucantis c'est une boîte qui paye bien, par exemple? C'est par rapport au marché. Par rapport au marché, on salue. Bon, clairement. Donc, ok. On n'a pas à rougir de cette partie-là. Voilà. Clairement. Alors, on le sait aussi, il n'y a pas que ça qui fait la différence. Il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? D'après vous, qu'est-ce qu'on va prendre chez vous qu'on a du mal à trouver ailleurs? Moi, j'ai la sensation, comme ça, et je ne vous connais pas, donc je ne sais pas, j'ai quand même l'impression que vous n'avez pas vendu votre âme au diable et que c'est une boîte de valeur, il me semble. Est-ce que ça compte? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important? Moi, ça compte, mais je pense qu'il y a deux sujets sur lesquels effectivement on développe notre parc employeur et on essaie d'attirer vers nous des gens. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur un processus de transformation avec au centre les individus. D'accord. Les individus. Le business n'est pas au centre. Donc ce sont des collaborateurs et ce ne sont pas des employés d'abord. Il n'y aura pas de business. D'accord. C'est pas le contraire. Donc on est là-dessus. Ça, c'est le premier point. Et puis deuxièmement, c'est une stratégie qui est lisible, qui est partagée. D'accord. Et avec une volonté, une énergie. D'accord. Et moi, je suis en tout cas là pour ça. Je suis là pour développer l'entreprise, pour prendre des idées de tout le monde. Je vous donne un simple exemple. Oui. On a créé une division, un secteur autour de l'innovation qui est piloté par un collègue, Alexis Gaden. Et bien l'objectif de ça, c'est qu'effectivement, il fédère entre guillemets les compétences. Il y a des gens qui auraient des idées dans l'entreprise, que ce soit des gens qui s'occupent de la logistique, que ce soit des ingénieurs systèmes, des formateurs ou les secrétaires, parce que chacun, on a tous des idées. Oui. On a tous des idées. Donc l'idée, c'est de créer un incubateur en interne, et ça, effectivement, tout le monde y participe. Donc ça, je trouve que c'est aussi très révélateur de l'état d'esprit dans lequel on est. Oui. Et puis après, on est dans une boîte, je dirais, tout à fait humaine. Et ça, j'en ai pour preuve, moi, mon parcours. C'est-à-dire que mon parcours, il y a quand même certaines phases de mon parcours qui, dans les relations avec ma hiérarchie, avec une direction générale, ont été quand même très compliquées. Et je me rappelle, quand j'étais un peu plus jeune, me dire, si un jour je suis à ce type de responsabilité, jamais ça, jamais ça. Et donc, je pense que dans ma tête aussi, il y a quelque chose qui tourne, qui me fait dire, non, jamais ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai un mode de fonctionnement qui est quand même basé sur les relations humaines, sur la confiance. Voilà, l'humain pour moi est quelque chose qui compte beaucoup. J'ai une culture sportive, une très grosse culture sportive, et le sport porte quand même beaucoup de valeurs humaines. Donc voilà, donc c'est moi ce que je m'emploie à faire. C'est pour ça que sur la transformation, on n'a pas décidé avec le DGA dans notre bureau un soir en disant on va faire comme sinon. On a mis effectivement le projet sur la table. Les salariés s'en sont emparés. Il y a plus de 100 personnes sur les 195 qui ont participé à ce projet-là. Et puis après, on a commencé à le construire. Et puis après, nous, on est transparent. Donc on est quand même sur un mode de fonctionnement qui est quelque part à la fois très start-up, c'est-à-dire que globalement, on n'a pas le billard encore, mais on devrait l'avoir bientôt, mais on est aussi très industriel sur les process par rapport à notre développement, par rapport aux services qu'on peut rendre. Voilà, on a le meilleur des deux mondes. Ça, c'est intéressant. Donc SILPC, non, Aucantis sera aussi ce que les collaborateurs feront. Absolument. Hein, c'est ça, c'est ça. Très bien, mais je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour, donc il ne reste plus que la dernière question. La dernière question va être simple. Vous êtes où dans 5 ans? Que fait Philippe Mayer dans 5 ans?
Alors dans 5 ans, où est-ce que je serai Ou qu'est-ce que vous ferez? C'est pas, non, voilà. mais, je serai toujours à Aucantis parce que je pense je suis persuadé qu'on se fera développer, qu'on sera effectivement identifié comme une référence nationale dans le numérique en santé, parce que justement on aura une vision, on aura su mettre en avant une vision très simple, très pratico-pratique du numérique dans la santé et pas que dans les collectivités, qu'on sera innovant, qu'on sera intelligent de tout ça et qu'on apportera de vraies solutions avec de vraies approches projets qui sont entre guillemets assez disruptifs par rapport à ce qu'on peut trouver au jour d'aujourd'hui. Voilà. Merci Philippe Mayer. Merci à vous. C'était passionnant et d'ailleurs Rizlan le dit, elle dit c'était très intéressant. Rizlan, je sais que tu as des projets, voilà, tu as des projets en cours et effectivement, même si c'est pas au même degré, je pense qu'il y a des choses à prendre parce que en connaissant, en voyant un peu comment fonctionnent ces entreprises, forcément, on sait un peu mieux ce qu'on va faire et avec quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Philippe et merci à votre collaboratrice et votre collaborateur qui sont venus et qui ont rendu les choses beaucoup plus faciles pour moi, qui ne suis pas bien malin, mais bon. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Tout à l'heure, Philippe parlait de la Creuse. La semaine prochaine, j'invite Candy Guérinet. Candy Guérinet qui dirige la pépinière d'entreprise PEPS 23 et on va voir, on va découvrir qu'est-ce que c'est qu'une pépinière d'entreprise et qu'est-ce que c'est qu'une pépinière d'entreprise, quelle est sa place sur un territoire comme celui de la Souterraine. Allez, en attendant, maintenant vous pouvez aller dormir. Pour ceux qui n'ont pas pu tout voir, le replay sera disponible dès ce soir. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne soirée.